Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, transition écologique et RSE au programme. Comme tous les jours, voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Noël Fély, cofondateur du cabinet de conseil Balthazar. Il publie L'entreprise vraiment responsable, réflexion sur la raison d'être, levier d'innovation et de performance. L'écologie est-elle de gauche? C'est quoi une droite écolo? Notre débat est politique aujourd'hui après la publication d'une tribune pour une écologie qui propose, tribune signée par plusieurs élus LR, les Républicains. Et puis dans Smart Ideas, une start-up à l'honneur, Save It aujourd'hui, une plateforme qui nous apprend à éviter le gaspillage alimentaire. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Et donc avec nous, Jean-Noël Fély, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien, que la liaison est bonne. Oui, bonjour Thomas, je vous entends très bien. Bon, vous êtes chef d'entreprise, vous publiez avec l'économiste Patrick Lenain ce livre, L'entreprise vraiment responsable, c'est aux éditions Vuibert. Regard croisé sur la RSE. Je commence par votre conviction affichée dans ce livre, la raison d'être pour les entreprises, c'est l'enjeu majeur de la décennie. Pourquoi dites-vous ça ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on vit un alignement des planètes. En fait, on est dans une période où, à la fois pour les jeunes talents, les recrutés, donc ceux qui vont rentrer dans le monde, dans l'entreprise, à la fois pour les clients, ceux qui achètent des produits, et en même temps pour les investisseurs, les enjeux sociaux, environnementaux sont vraiment des enjeux majeurs aujourd'hui. On peut dire que, moi j'ai l'habitude de dire que les 10 dernières années ont été un petit peu les 10 dernières années de la transformation digitale, et on rentre dans une ère où on va être dans la transformation responsable. C'est un sujet qui est d'ailleurs à l'agenda aujourd'hui de beaucoup de dirigeants d'entreprises, qu'elles soient grandes, du CAC 40 ou plus petites, ou des ETI. Et c'est toujours vrai malgré la crise Covid qui dure? Écoutez, c'est une question qu'on s'est posée d'ailleurs pendant la crise, puisqu'en fait nous on travaille sur ces sujets-là depuis de nombreuses années, et on s'est évidemment, face à la crise, on s'est dit tiens, est-ce que le sujet, alors que c'est un sujet plutôt de long terme, puisqu'on parle d'impacts socio-environnementaux, on parle de nouveaux modèles économiques qui s'inscrivent dans le temps long, est-ce que la crise qui pose des enjeux très court terme remet ceci à l'ordre du jour? Pas du tout en fait. Ce qu'on a observé, c'est que certes il y a pu avoir un ralentissement sur certains projets dans les entreprises, mais en fait globalement, plus que jamais, beaucoup d'entreprises se posent la question du sens aujourd'hui. Ça devient vraiment majeur, et en sortie de crise, ça va être majeur, puisque vous le savez, la crise, elle pose des questions sur, on va dire, l'ambiance générale dans le monde du travail. Beaucoup de gens se posent des questions, le télétravail, la distanciation, le lien social qui s'étiole. Et donc cette question de la raison d'être est vraiment aujourd'hui un enjeu clé, et beaucoup d'entreprises, en tout cas celles avec lesquelles je travaille, n'ont pas remis en question les sujets de travail qu'ils avaient sur cette question de la raison d'être, ont plutôt même accéléré, ont profité de cette année 2020 pour y travailler, puisque c'est un travail en profondeur et nécessite de s'y mettre, quoi. Et donc la crise va plutôt, de mon point de vue, être un accélérateur. On le voit d'ailleurs dans la communauté des entreprises à mission, dont je suis membre actif. En fait, le dernier trimestre 2020, on a vu une accélération des entreprises qui souhaitent devenir société à mission, et on est sur une courbe plutôt exponentielle, et je pense que ça va 2021, on va en voir de plus en plus d'entreprises qui prennent ce chemin que permet aujourd'hui la loi Pacte à travers les notions justement de raison d'être et de mission. Alors vous l'avez dit, et vous identifiez un risque pour ceux qui ne prennent pas ce virage RSE, ceux qui n'intègrent pas la raison d'être. Vous dites que ce risque il est triple, vous l'avez évoqué, vis-à-vis des talents, des clients et des investisseurs. Je reviens sur le lien avec la crise Covid, parce que quand même on voit que cette crise, elle provoque une paupérisation de beaucoup d'étudiants. Est-ce qu'ils ont encore la possibilité de se placer en situation de choix quand ils arrivent sur un marché du travail compliqué, de se dire je veux que mon premier job ait du sens? Écoutez, c'est sûr que si on regarde d'un point de vue à très court terme, ouais. C'est sûr que le marché du travail c'est plus compliqué en ce moment. Les entreprises ont gelé peut-être leurs embauches, leurs stages. On le voit, moi je dirige un master à l'ESSEC, j'enseigne à l'ESSEC, et je me rends bien compte, y compris pour des étudiants qui sont plutôt favorisés, en école de commerce comme l'ESSEC, c'est plus tendu le marché. Mais en fait, c'est très conjoncturel. Je veux dire, la crise, la sortie de crise, je veux dire, les entreprises, très vite, avec ce qui est en train d'arriver, le vaccin et le fait que le Covid va être progressivement, on va dire, derrière nous, il va y avoir un redémarrage de l'économie. Et donc, la
question se pose et honnêtement, beaucoup d'étudiants, même s'ils sont en situation précaire pour certains d'entre eux, la question du sens et donc quel sens je donne à ma vie et quel sens je donne à mon travail, elle est encore plus prégnante. Moi, je le vois à travers les nouvelles générations que je côtoie. Alors certes, plutôt issues de grandes écoles puisque c'est là où j'enseigne, mais je vois Patrick Lenain, mon co-auteur qui enseigne à Paris-Est à l'université, il ressent exactement la même chose. Voilà. La question du sens devient une question essentielle. Je crois qu'un étudiant sur deux, ça devient un prérequis de se poser la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce pourquoi je travaille est utile sociétalement? Alors, c'est générationnel. Oui, alors il y a ensuite le risque vis-à-vis des clients pour l'entreprise. Je voudrais prendre un exemple concret parce que c'est encore compliqué pour certains secteurs d'activité. On l'a vu par exemple avec la résistance à la mise en place du Nutri-Score. Vous pensez que c'est une erreur fondamentale de la part des entreprises du secteur de l'alimentation d'avoir à ce point freiné? De toute façon, je pense que si elles ne le font pas, certes, on peut résister. De toute façon, c'est toujours pareil. Dès qu'on est dans des changements ou des évolutions, il y a un certain nombre d'acteurs du secteur qui vont résister. D'autres, au contraire, vont saisir ça comme une opportunité. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, d'autres acteurs émergent et cette transparence de l'information c'est le cas de Yuka, hein, l'application Yuka. Donc, on voit bien, à travers ce type d'application, ça fait bouger, en fait, les acteurs d'un secteur donné. On a exactement la même question sur la data qui va arriver. Aujourd'hui, voilà, il y a une utilisation de la data qui est très, on va dire, pas forcément éthique dans bien des cas. Et donc, va émerger un certain nombre d'acteurs qui vont, on parle aujourd'hui de Numériscore aussi, enfin on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que cette transparence de l'information qui fait que les gens vont faire des choix plus conscients, en étant plus informés grâce à des baromètres de ce type-là, ou à des échelles de ce type-là, en fait, vont pousser les entreprises à bouger. Et certaines entreprises qui sont conscientes que c'est un enjeu pour leurs consommateurs en vont même en faire un engagement. Et d'ailleurs, c'est là où, dans les raisons d'être, vous savez, la question de la raison d'être, elle se traduit à travers des engagements concrets d'un point de vue social ou environnemental. Des engagements de ce type-là vont pouvoir être prononcés. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Danone dans un de ses engagements autour de sa raison d'être. Ouais. Donc cette question, de toute façon, les entreprises qui freinent vont être rattrapées. On le voit hein, aujourd'hui. Alors, je vous interromps, je voudrais qu'on termine sur l'investissement, parce que c'est aussi un élément évidemment très important, le risque vis-à-vis des investisseurs. Pourtant, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, la finance responsable, aujourd'hui, elle pèse encore très peu. On est d'accord là-dessus, sur ce constat? Oui, elle pèse encore peu si on regarde globalement, mais quand on regarde l'accélération, enfin en France, je crois qu'on est à 140 milliards d'actifs sur des fonds ISR, ce qui est quand même pas nul. Je crois qu'il y a plus de 300 fonds ISR en France. Vous regardez la dernière lettre de Larry Fink, là, le fameux patron de BlackRock, qui est très controversé, mais c'est intéressant. Il dit qu'au niveau mondial, il y a eu 96% d'augmentation de ces fonds en 2020. C'est la dernière lettre qui vient de sortir récemment, en début janvier 2021. En fait, on voit bien qu'il y a une accélération de ces fonds sur des projets à impact sociétal positif. Et donc cette accélération fait qu'il y a des masses d'argent considérables qui arrivent sur le marché, qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, si vous avez un projet à impact sociétal positif, avec une démarche responsable, vous allez trouver des financements. Et mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises plus classiques, enfin pas forcément des startups, elles nous disent aujourd'hui, ça commence à arriver, qu'aujourd'hui elles ont accès à des financements de meilleure qualité, moins chers, avec des taux d'intérêt plus bas, quand elles ont accès à des green funds ou à des fonds à impact. Et ça, c'est un élément déterminant pour les chefs d'entreprise. Parce que l'accès à la finance, à partir du moment où vous avez des masses d'argent qui viennent se focaliser là-dessus, devient important. Récemment, j'ai échangé avec un de mes clients qui est patron d'une grosse assurance vie en France, nous disait qu'aujourd'hui, ils ont créé des instruments justement orientés sur ce type de fonds. Et en fait, ils ont fait une étude et ils ont démontré qu'en fait, c'est les fonds qui sont les plus rentables aujourd'hui. Donc, c'est quand même intéressant de voir que pour des financiers, ça devient intéressant d'investir dans des entreprises de ce type-là. Mais comment font les secteurs qui sont montrés du doigt? L'industrie du charbon, par exemple, comment elle se finance? Ou alors, on peut prendre un autre exemple. Si Total change de nom pour s'appeler Total Énergie et afficher une ambition forte sur les énergies renouvelables, vous pensez que ça a un lien avec les questions de financement? C'est clair. Le problème de Total, c'est qu'aujourd'hui, ils ne vont plus trouver de financement pour financer l'extraction de charbon dans des conditions qui sont plus acceptables d'un point de vue de la responsabilité sociétale. Et donc aujourd'hui, ils ont besoin, et
D'ailleurs, le fait qu'ils aient changé de nom, passé Total à Total Energy, le montre bien. Je veux dire, ils sont en train de faire un move considérable pour aller vers d'autres types d'énergie que des énergies carbonées. Et parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'arrivera plus à financer ces projets demain. Et parce que ça devient trop risqué pour un investisseur d'investir dans des entreprises qui peuvent présenter un risque à terme. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes investisseur, vous avez des actions. Regardez ce qui est arrivé au Dieselgate avec Volkswagen, avec Boeing, avec l'affaire Bayer-Monsanto. On voit bien que si vous investissez dans des entreprises de ce type-là, vous prenez un risque considérable sur votre portefeuille d'actions. Donc à un moment donné, en tant qu'investisseur, ça devient aussi votre intérêt, en tout cas sur du moyen-long terme, d'investir dans des entreprises qui sont responsables, en tout cas qui sont dans ce mouvement-là et qui vont investir dans des projets à dimension sociétale beaucoup plus importante. Merci beaucoup, merci Jean-Noël Fély. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec Patrick Lenain, L'entreprise vraiment responsable. C'est aux éditions Vuibert. Tout de suite, notre débat, on se demande si l'écologie est de droite ou de gauche. À l'écologie qui punit, nous proposons une écologie qui propose. C'est le titre d'une tribune collective publiée sur le site de Marianne. On en débat tout de suite avec Théo Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller LR, les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Alexandre Ouizy, bonjour. Bonjour. Porte-parole de l'initiative La République écologique. Théo Michel, vous faites partie des signataires de cette tribune, une vingtaine de signataires du parti LR. Donc c'est une façon de clamer que l'écologie de droite, ça existe déjà, postulat de base. Totalement, et c'était pour démontrer finalement que face à une écologie un peu dogmatique et punitive, proposée parfois par Europe Écologie Les Verts, par un certain nombre de partis de gauche, il y a également une écologie pragmatique qui s'adapte au milieu économique, qui est consciente que, notamment en sortie de crise, il va falloir quand même créer des emplois et accélérer la machine économique, mais qu'en même temps, il y a des enjeux environnementaux qu'il faut prendre en compte et adapter les entreprises clairement à ces enjeux Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez eu le sentiment que la gauche confisquait l'écologie en quelque sorte? Bien sûr, totalement. Alors que finalement, les grandes avancées en matière écologique en France viennent de la droite, avec notamment le Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac a également été un précurseur dans ce domaine. Donc finalement, je pense que ça a été un sujet un peu abandonné par la droite et que nous sommes maintenant déterminés à le reprendre. Ouais. La République écologique, Alexandre Ouizy, c'est une initiative qui est portée par des femmes et des hommes de gauche, entre autres, mais principalement. Mais quand vous entendez Théo Michel dire les grandes avancées sont venues de la droite. En fait, on ne se situe pas sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a évidemment des débats, il y a des choses qui ont été faites par la droite, comme la Charte de l'environnement, mais il y a l'accord de Paris qui est signé sous la présidence de François Hollande, donc on ne se situe pas sur ce terrain-là. Je pense qu'on n'a jamais bâillonné personne et on n'a jamais empêché la droite de parler d'écologie. Comme le disait M. Michel, il y a peut-être eu aussi une absence de certains élus sur ce sujet. Non, nous, ce qu'on a voulu dire, pour revenir à la notion de république écologique, parce qu'elle est importante pour nous, c'est le mariage de cette écologie et de l'histoire et du patrimoine républicain. Pour dire les choses simplement, l'écologie, c'est plus pour nous une politique parmi d'autres. C'est la matrice, le tamis auquel on passe toute l'action publique. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut voir si telle ou telle politique a des effets sur l'abaissement du réchauffement climatique. Donc il faudrait presque supprimer un ministère de l'écologie pour qu'elle soit partout. Le ministère de l'écologie porte les sujets, c'est très important, mais en tout cas dans tous les ministères et dans tous les lieux de pouvoir, le Conseil d'État qui analyse les lois, il faut que l'écologie irrigue tous ces ministères et toutes ces politiques. Mais quand vous dites le cœur de la République écologique doit être la citoyenneté et non la figure étriquée du consommateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les libertés politiques, on a tendance à dévaluer la politique dans ce pays et on dit que l'écologie, c'est pas seulement vous allez choisir tel produit ou pas tel produit. L'écologie, c'est un grand choix collectif. C'est un plan massif de transformation de notre industrie. C'est un choix qui doit être fait au Parlement. Ce sont des lois qui doivent être validées. Ce n'est pas qu'une écologie comportementale qui se situe au niveau de l'individu. C'est ça qu'on veut dire. Alors, on va prendre des exemples concrets. Allez-y, si vous voulez. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Justement, je pense que la grande différence entre l'écologie de gauche et l'écologie de droite, c'est que nous pensons que ça doit venir du privé et non pas non plus uniquement de la force publique. Notamment, on pourrait créer davantage de crédits d'impôt pour les entreprises pour investir massivement dans les énergies renouvelables. La croissance verte, c'est 150 000 emplois en France.
il y a à peu près 3,8 millions d'emplois verdissants, c'est-à-dire des emplois où l'écologie impacte justement ces emplois et où justement le rôle de l'État, c'est d'accompagner le secteur public et le secteur notamment privé, pour faciliter justement cette transition écologique, parce qu'on critique souvent les États-Unis par exemple ou la Chine en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont les premiers en matière d'investissement dans les énergies renouvelables et dans la transition écologique, et ça vient souvent du secteur privé. Alors, on peut rebondir sur cette question public-privé avec un exemple concret, le business de l'eau. Est-ce qu'il faut le laisser à des groupes privés ou le transférer à des régies publiques? Déjà aujourd'hui, en fait, les situations sont variables sur le territoire. Oui, il y a les différents cas de figure. Où c'est des régies publiques, des endroits où c'est des entreprises privées qui travaillent. Alors ça tombe mal parce que moi, dans mon coin, je suis élu local dans les Hauts-de-France. Il y a eu des graves problèmes en fait au moment où on a confié au secteur privé la qualité de l'eau. On a eu toute une ville qui est devenue malade, etc. Donc soit c'est le secteur privé qui est fortement contrôlé par la puissance publique, soit c'est la puissance publique directement. Mais je pense qu'il n'y a pas de dogmatisme à avoir sur le sujet. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais si c'est la puissance privée, évidemment que comme c'est une ressource essentielle, pour nous, on est dans l'ordre du bien public. Mais il y a des élus, des élus de gauche, qui disent qu'il faut se réapproprier la gestion de l'eau. Oui, si ça dysfonctionne sur leur territoire, je le comprends bien. Et dans ce cas-là, évidemment qu'on peut passer en régie publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas un expert de Non, mais c'est un cas concret. Bien sûr, c'est un cas concret. Moi, je pense que il faut voir de manière. Si vous dites que le privé fonctionne mieux, est-ce qu'il fonctionne mieux, par exemple, sur l'eau? Là, je pense qu'il faut voir au niveau local, comme vous le dites. Si, bien sûr, il y a des dysfonctionnements au niveau local, ça peut-être basculer dans une gestion privée, totalement. Moi, je suis évidemment favorable. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par l'écologie qui punit? Est-ce que, par exemple, les taxes, vous considérez que c'est l'écologie qui punit? Je commence avec Michel, puisque c'est dans sa tribune et vous répondrez après. Moi, je pense qu'on l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, où on a mis une taxe, des surtaxes sur les carburants pour, soi-disant, combattre et lutter contre le réchauffement climatique. Je rappelle une chose, la France, c'est 0,9% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc il ne faut pas que les Français subissent finalement ces problématiques climatiques mondiales par justement des taxes, des contraintes qui les pénalisent et qui ne sont pas forcément très efficaces. Parce qu'on voit très bien qu'une taxe sur les carburants, ça ne va pas faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Les taxes, pour vous, c'est un levier de la transition, Alexis Bouézi, ou pas? Pour nous, très clairement, l'écologie punitive, c'est un concept auquel on ne souscrit pas du tout. C'est-à-dire que ce qui est la punition... Est-ce que les taxes en font partie? Je vais venir. Je vous laisse développer. Mais la punition, c'est la vie sans l'écologie. C'est ce que sera demain notre monde. C'est le fait qu'il fait le climat d'Alger à Paris. C'est le fait que la forêt de Rambouillet est une mangrove. C'est le fait qu'en Picardie, on n'a plus 2 jours de sécheresse par an, mais 25. Donc la punition, c'est ça. Je vais venir directement à votre question. Et souvent, c'est le cache-sexe quand même de parler. Les gens qui parlent d'écologie punitive, c'est le cache-sexe du fait qu'ils ne veulent pas faire d'écologie du tout. Maintenant, la question qui est posée derrière ça, c'est celle de la règle écologique. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut des règles écologiques? Et nous, on pense que oui. On pense que, par exemple, dire que lorsqu'il y a un substitut en train à 2 heures ou à 4 heures, par exemple, pour faire un voyage, on ne prend pas l'avion. L'avion ne doit pas être pris, doit être interdit. Donc on pense qu'il y a des règles écologiques. On peut considérer que c'est de l'écologie punitive ou coercitive, pour employer un autre mot, ça. Quand un pays se donne une loi à lui-même, ce n'est pas de la punition, c'est la liberté d'un pays de se donner une loi à lui-même. Tout à fait. L'exemple de l'avion, par exemple. En termes de loi, moi, j'aimerais quand même rappeler le délit d'écocide qui a été récemment adopté. Ça, c'est de l'écologie punitive. Déjà, ça ralentit la croissance économique et ça, les acteurs privés sont en désaccord avec ce crime d'écocide. Et deuxièmement, les associations, notamment de gauche, considèrent que ça ne va pas assez loin. Donc finalement, ce type d'écologie un peu dogmatique, punitive, satisfait ni les écolos un peu dogmatiques, ni le monde du business qui a fortement besoin de repartir. Mais attendez, juste sur là-dessus, c'est quand même un point très important. Il y a une association, Notre Affaire à tous, qui a lancé une pétition, qui a eu des millions de personnes qui ont souscrit pour dire qu'il y a un crime d'écocide. La loi dit qu'il y a un délit d'écocide lorsqu'il y a une intentionnalité. Donc elle ne va pas très loin. Elle dit lorsqu'il y a une intentionnalité, même pas une négligence, une intentionnalité d'une entreprise de nuire au climat, il y a un délit général d'écocide qui est installé. Donc on est au minimum, comment vous le minimum de ce qu'on peut faire. C'est le minimum du minimum. Dire que lorsque vous polluez intentionnellement l'environnement par des procédés illégaux, vous êtes puni, c'est le minimum du minimum de notre point de vue. Dans ce cas-là, vous n'utilisez pas votre smartphone parce que c'est quand même un objet qui
qui polluent la planète. Donc, illégalement, vous allez, monsieur. Vous allez... Illégalement. Lorsque Oui, illégalement, d'accord. intentionnellement. Mais du coup, vous allez ça, les poursuivre. Vous allez poursuivre toutes les entreprises qui font illégalement, oui, c'est le but, oui. Ah bah non, c'est le but de ce délit, monsieur. Non, absolument pas. L'installation ce délit veut condamner les entreprises qui intentionnellement. Oui, mais intentionnellement. Le mot compte. Intentionnellement, mais mais comment on fait alors pour fabriquer des smartphones? On le fait légalement. C'est une solution toute simple. On le fait légalement. Mais non, vous le fait en respectant la loi. Ben non, mais monsieur. On ne le fait pas légalement. Si. Non, mais on ne le fait pas légalement. Si. Je suis désolé. Bon. Mais quand on voit très bien que ce crime d'écocide, moi je suis juriste, je ne sais pas comment vous allez qualifier de manière illégale une fabrication, une atteinte à l'environnement. Je ne sais pas. En tout cas, excusez-moi, je suis juriste, j'attends de voir les procès. Moi j'ai un site chimique dans ma ville, si tout d'un coup ils balancent à la rivière et dans l'Oise l'ensemble de leur production, l'ensemble de leurs déchets, évidemment ce sera illégal. C'est simple en fait. Mais c'est ça justement l'écologie dogmatique, ça ne se produira pas dans la réalité. On a compris vos arguments à l'un et l'autre sur le crime d'écocide. Je voudrais avancer, ouvrir un autre thème, c'est le nucléaire, l'abandon progressif du nucléaire par étapes, etc. Pour vous, c'est de l'idéologie ? Oui, c'est de l'idéologie parce que... J'ai dit abandon progressif du nucléaire. Bien sûr, de manière progressive. Pour moi, c'est une écologie, c'est une industrie propre. Moi, je suis favorable notamment à la production de voitures électriques. Par exemple, en Australie, 80% de l'industrie, de l'énergie est fabriquée via du charbon. Or, une voiture électrique, par exemple, qui roule sur le sol australien, va émettre forcément énormément d'émissions de gaz à effet de serre. En France, grâce au nucléaire, 80% ou 75% de l'énergie est fabriquée par une énergie propre. C'est un argument qu'on peut entendre dans la perspective de l'électrification massive. Exactement. Qu'est-ce que vous répondez? Il reste moins d'une minute. Oui. Non, alors j'utiliserai pas le mot d'énergie propre pour une énergie où il y a des déchets dont on sait que faire sur des millénaires. Donc le mot, à mon avis, est inadapté. En revanche, dire que le nucléaire est une part du mix énergétique de la transition, ça oui. C'est-à-dire que nous, notre position, c'est plutôt de dire que l'indépendance nécessite un mix énergétique qui évolue et qui fait monter la part des ENR, fait descendre la part du nucléaire, mais c'est évidemment une énergie de la transition, d'autant qu'il y a quand même tout un travail de recherche qui est fait pour traiter les déchets eux-mêmes et les réutiliser dans le cycle nucléaire. Donc c'est une partie de la solution, même si on est favorable à la montée des ENR progressive. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas. Je ne sais plus sur quelle caméra je suis sur la blanche. C'est Smart Ideas, une start-up à l'honneur. C'est tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Save It, c'est la start-up que je vous propose de découvrir tout de suite avec sa cofondatrice Isorte Sassis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quand, pourquoi l'avez-vous créée, cette entreprise? Alors, on a créé Save It il y a 3 ans maintenant déjà. Et on l'a créé avec un objectif simple, tout simplement rendre de nouveau l'anti-gaspillage attractif. Et du coup, remettre au goût du jour des astuces, des recettes de grand-mère qui avaient été oubliées. Alors que malheureusement, c'est des recettes qui sont super parce qu'elles permettent d'utiliser des ingrédients dans leur intégralité et d'utiliser des parures, des fans, des épluchures, etc. Donc c'est cuisiner tout en évitant de gaspiller, si je comprends bien. Exactement, le principe de base. Peut-être on peut faire le constat, le gaspillage alimentaire, ça représente quoi aujourd'hui en France? Alors en France, il y a 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire qui sont générées chaque année. Et il faut savoir qu'en fait, sur toute la chaîne, donc de la fourche à la fourchette, il y a 3,3 millions de tonnes qui sont gaspillées par les consommateurs, ce qui est énorme. Et c'est vrai que c'est un chiffre qu'on ne communique pas assez. Parce qu'à l'inverse, la grande distribution, c'est vrai qu'on en parle beaucoup du gaspillage qu'ils génèrent, mais ils génèrent 3 fois moins de gaspillage que les consommateurs. Ouais. Il y a un chiffre que j'ai vu en préparant l'émission, 30 kilos par habitant et par an, dont 7 kilos jamais déballés. Et ça nous est arrivé à tous de jeter quelque chose qu'on avait laissé pourrir au fond du frigo ou dans un placard. Dans quelle proportion, grâce à Save It, je peux réduire mon gaspillage alimentaire? Est-ce que vous l'avez évalué, ça? Oui, alors on a eu beaucoup de retours du coup de nos utilisateurs. En fait, les personnes peuvent rentrer directement sur la plateforme leurs ingrédients et après l'outil va pouvoir gérer les dates de péremption, les prioriser, les trier et l'utilisateur va pouvoir recevoir au quotidien des rappels et des recettes donc, pour utiliser ces ingrédients dans les temps.
Donc là, du coup, plus le problème d'ouvrir le placard et de retrouver un produit périmé depuis plus de 2 mois. Au départ, c'est une application, Save It, et vous l'avez élargi en quelque sorte, c'est devenu une plateforme. Au départ, c'était une application, et aujourd'hui, du coup, on l'a transformée en plateforme pour qu'elle soit accessible gratuitement via smartphone, tablette ou ordinateur, pour avoir finalement à disposition sa cuisine un peu partout. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que je dois faire là, quand je découvre la plateforme pour la première fois? Alors pour la première fois, vous rentrez vos ingrédients dans votre cuisine. L'outil va ajouter des dates de péremption, les prioriser, les trier et vous proposer des recettes pour utiliser le contenu de votre cuisine. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de naviguer parmi des centaines de recettes, aussi bien des recettes du quotidien qui utilisent des produits classiques, mais aussi des recettes qui sont vraiment 100% anti-gaspi, parce que du coup, ça évite. L'objectif, c'est de faire donc redécouvrir des recettes de grand-mère pour utiliser ses épluchures, ses fans et même ses pots de banane. Oui, il y a des plats qui ont été quasiment créés pour ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Est-ce que c'est un service que vous proposez aussi en entreprise? Oui, alors c'est vrai une fois avoir lancé la plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour le zéro déchet, aussi bien du côté des particuliers que des entreprises. Et du coup, on a décidé de se tourner vers les entreprises en proposant des ateliers de cuisine anti-gaspi directement au sein des entreprises pour sensibiliser les collaborateurs sur leur lieu de travail. Alors, cette activité-là, elle est un peu en sommeil à cause de la crise Covid, ou vous réussissez à le transformer en version digitale? Comment vous faites? C'est ça, malheureusement, avec la crise sanitaire, évidemment, les ateliers de cuisine en présentiel, on a dû les stopper momentanément, mais du coup, on s'est adapté en proposant des ateliers de cuisine à distance, en visio. Et l'objectif reste le même, sensibiliser sans moraliser, de manière ludique, participative, pour rendre la cuisine anti-gaspi attractive. Et c'est quoi votre modèle économique? Comment vous gagnez de l'argent? Alors on gagne de l'argent à travers notamment ces ateliers et ces animations qu'on propose aux entreprises, mais aussi à travers des partenariats qu'on met en place avec des entreprises qui veulent s'engager sur cette thématique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, vous pouvez en citer quelques-unes. Quels partenariats vous avez signés et comment vous sélectionnez en quelque sorte? Alors récemment, on a signé un partenariat avec Carrefour, justement, parce que Save It a beau être une petite start-up et Carrefour, une grande multinationale, ils ont quand même à cœur de lutter contre le gaspillage alimentaire. Évidemment, ça passe par la réduction du gaspillage alimentaire dans les points de vente, mais ils accordent aussi une attention particulière au fait de sensibiliser leurs clients et de réduire le gaspillage alimentaire du côté de la fourchette et chez eux dans leur cuisine. Merci beaucoup, merci Isortz Assis Bonvent à Save It, à votre plateforme créée donc cette application il y a 3 ans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart. C'est disponible également aussi quand vous le souhaitez sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.